Dean, le créateur. Hello les rocks, merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro de notre talk. Comme vous le savez, cette émission est un créneau que nous avons créé afin d'apporter de la valeur en évoquant des questions pertinentes pour la jeunesse de notre continent. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet plus actuel que jamais, l'entrepreneuriat. Mais nous n'allons pas échanger de généralités ni de banalités. Car justement, si l'on n'y prend pas garde, l'engouement qu'il y a autour de l'entrepreneuriat, s'il est mal orienté, mènera nombre d'entre nous vers un Eldorado désenchanté. Les jeunes Africains sont de plus en plus entreprenants. Et nous ne pouvons que nous en réjouir puisqu'on sait que pour que notre continent décolle, il faut un secteur privé solide. Il faut donc des initiatives, des PME, des startups avec de belles idées, mais il faut que les jeunes apprennent à structurer leurs projets. Il faut qu'ils apprennent à avoir un plan. Il faut qu'ils apprennent à rédiger un business plan. Mais qu'est-ce qu'un business plan? Quels en sont les tenants et aboutissants? Comment le rédiger? Quelles informations faut-il faire figurer dans un business plan? Voilà autant de questions auxquelles nous allons tenter de répondre avec nos invités. Oui, nos invités, parce que l'émission d'aujourd'hui est assez spéciale. Nous ne recevons pas une personne, mais deux personnes, deux experts. Bonestali Soutin, bonjour. Bonjour. Vous êtes expert en marketing et communication. Vous êtes également le directeur de publication du magazine Le Nouveau Manager et du journal Le Nouveau Manager Hebdo. Merci de nous rejoindre. Merci de nous avoir invités. Christian Senou, bonjour. Bonjour. Vous êtes financier comptable et directeur du cabinet La Citrine d'Afrique. Exact. Ravi de vous recevoir sur ce plateau. Nous allons ensemble échanger sur des questions très pratiques et très pertinentes autour du business plan. J'aimerais démarrer en demandant votre avis sur cette question. Pourquoi pensez-vous que les jeunes ne structurent pas leurs projets dans nos environnements? Est-ce par méconnaissance du business plan ou est-ce par incompétence? Est-ce parce qu'ils ne savent pas comment ça se fait? On voit pas mal de projets qui naissent et qui ne sont pas structurés. Les gens se jettent à l'eau sans prendre au préalable les mesures qu'il faut pour étudier la faisabilité, les tenants et les aboutissants. Pourquoi, à votre avis? Bon, de manière générale, il faut que nous expliquons un principe. Entreprendre, c'est une vision, une passion. J'ai vu tel mener une activité, je veux me lancer dans l'activité. Et pour la plupart des jeunes qui entreprennent, c'est de la passion. Ce n'est pas fait à partir d'un business plan, d'une étude de marché, non. Un jeune qui va au supermarché, qui voit par exemple du jus d'ananas, qui voit une production, plusieurs marques et se dit, je peux également produire. Je peux faire pareil. Faire pareil. Donc il vient chez lui, il passe quelques coups de fil où il mobilise ses ressources et se dit, je vais me lancer. C'est une grave erreur que la plupart des jeunes font. Pourquoi ils font cette erreur? D'une part, je dirais qu'au niveau de notre système de formation de manière générale, il n'y a pas une formation à l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que, bon, je sors spécialiste en marketing, je sors juriste, je sors financier, je n'ai pas une formation sur l'entrepreneuriat. Parce que l'entrepreneuriat, c'est un métier. C'est un process qui a des étapes et qui a des étapes sûres. Et il y a une méthodologie. Pour la plupart, j'ai l'idée, je me lance et c'est après se rendre compte que en cours de route, il y avait plusieurs concurrents, il y avait certains paramètres qu'ils n'avaient pas analysés. La chose principale pour tous ceux qui entreprennent, c'est de s'asseoir d'abord et dire, bon, je veux opérer dans tel secteur. Quelles sont les possibilités du secteur? Parler des possibilités du secteur nous amène d'abord à faire une étude de marché. Bien évidemment. Quelle est la part de marché que je suis en mesure de conquérir? Si je comprends bien, ce que vous voulez dire, c'est que les jeunes, pour la plupart, rentrent dans l'entrepreneuriat un peu par effet de mode. Par effet de mode. Ou par mimétisme. Par mimétisme. Et qui ne prennent pas la peine d'étudier la question en profondeur. Si une étude de marché était faite, par exemple, je dis je vais produire du jus d'ananas. La première chose, c'est de savoir à qui est destinée ma production. Quelles sont les sources d'approvisionnement? Sur quel marché je vais couler le produit? Bien sûr. Quels sont les moyens qu'il faut mettre en place pour mettre en place l'unité de production? Et pour la plupart, on ne fait pas cette étude de marché. Cette étude de marché. C'est très pertinent. Nous,
Remarquons que ce phénomène est de plus en plus fréquent. Les gens se jettent à l'eau parce qu'ils veulent copier. C'est bien de s'inspirer. De toute façon, tout le monde s'inspire d'un concept qui existe déjà. Mais il faut prendre la peine de voir comment est-ce qu'on adapte, comment on oriente, comment on personnalise, comment on s'approprie un concept pour que ça réponde à un besoin sur le marché et que ça transpire une identité différente. Monsieur Senou? La plupart des jeunes aujourd'hui ne savent pas encore ce qu'on appelle plan d'affaires, comme l'a expliqué mon vis-à-vis tout à l'heure. Ils font semblant de copier les idées, d'accord, et de faire croire que, bon, ils maîtrisent et puis voilà. Il faut d'abord comprendre son projet, voir des spécialistes pour l'aider à le faire. Et voilà. Voilà ce que je peux dire par rapport à cette question-là. Voilà, si je combine vos deux avis, je peux en arriver à la conclusion que les jeunes ne connaissent pas l'importance du plan d'affaires. Parce que ce qui ressort, c'est qu'ils connaissent le plan d'affaires, ils connaissent le business plan. Mais ils ne prennent pas la peine de le faire. De le rédiger. Donc il n'y a pas la bonne volonté. Et il n'y a pas non plus la connaissance de l'importance de ce document-là pour la suite. Voilà. Les risques qu'il court en ne rédigeant pas un business plan. Il sous-estime peut-être un peu ces risques-là. Mais si l'on veut rédiger un business plan, si l'on a compris en tant qu'entrepreneur, porteur de projet, parce que je le rappelle, un business plan, ce n'est pas uniquement pour les entrepreneurs. Vous pouvez être cadre dans une entreprise et être amené à rédiger un business plan à la demande de votre direction qui veut peut-être ouvrir une succursale dans un nouveau pays ou pivoter au niveau des activités, n'est-ce pas? Si l'on a compris que le business plan est essentiel, comment fait-on dans notre environnement ou dans nos environnements où les statistiques sont très difficiles à obtenir? Et je souligne le trait de deux traits. En tant que spécialiste du marketing, que conseilleriez-vous? Il est de notoriété publique que dans nos environnements, nous n'avons pas de statistiques fiables. Donc je suis entrepreneur, je veux me lancer dans une activité, je dois faire une étude de marché. L'étude de marché nous envoie à nous ressourcer sur des recherches documentaires liées aux statistiques dans le domaine dans lequel je veux opérer, que ce soit l'industrie, que ce soit dans le domaine textile ou autre. Mais est-ce que, de vous à moi, pardon de vous interrompre, mais on est d'accord qu'il n'y a pas de statistiques, il y a rarement des statistiques à jour et rarement des statistiques détaillées, n'est-ce pas? Oui. Sauf dans les grands secteurs comme le secteur bancaire, le secteur pétrolier, le secteur aérien. Pour un start-upper, un fondateur d'une petite boîte ou un gérant de PME, comment je vais trouver des statistiques sur ma société, sur mon secteur si je fais par exemple de la livraison de repas? La seule chose qui est à faire, c'est faire une étude de marché sur un échantillonnage réduit. D'accord. Donc, je vais voir d'abord à qui mon produit est destiné, la cible. Comment atteindre cette cible et je fais une extrapolation. C'est-à-dire, je me dis, il y a au Bénin environ 2000 ménages. Est-ce que ces 2000 ménages sont en mesure de... On est dans le domaine de la livraison de repas. Est-ce qu'ils seront en mesure d'accepter mon offre? Et l'étude de marché que j'aurai à faire me permettra de savoir si je pourrais partir avec une prévision de 10 clients, de 20 clients, de 30 clients. D'abord, quels sont les concurrents qui opèrent dans le secteur? Quelle est leur part de marché? Et c'est en fonction de ça que je pourrais me projeter. Ce n'est pas que j'ai l'idée du projet et je me lance automatiquement. Il faut rappeler une chose, que toute initiative privée, tout entrepreneuriat vient du fait qu'on veut être une solution pour les autres. Absolument, c'est apporter une solution à un problème. Puis, pour être cette solution, à qui mon offre est destinée. Donc, il faudrait qu'on puisse l'évaluer. Et c'est cela qui rentre dans le cadre de la rédaction d'un business plan. Très bien. Donc, il y a toujours des solutions. Il ne faut pas fuir, il ne faut pas se dédouaner de certaines parties de l'étude parce qu'on n'aurait pas toutes les informations. Il y a toujours moyen de jongler, comme on dit, pour obtenir ce que l'on veut. Et c'est important de ne pas sauter cette étape. Ni l'étape que je vais aborder d'ailleurs, aucune étape d'ailleurs dans le business plan. L'étape que j'aborde est celle de l'évaluation des besoins, n'est-ce pas, qui est une étape critique. Quand je parle de besoins pour un projet, c'est, on va dire, pour parler simplement, les ressources. L'évaluation des ressources nécessaires à la mise en place d'un projet est importante, n'est-ce pas? Comment est-ce qu'on s'y prend quand on n'est pas un financier?
et qu'on doit réaliser la partie financière, après la partie rédactionnelle du business plan, comment est-ce qu'on s'y prend? Comme nous sommes en train d'aller avec l'exemple du projet du jus d'ananas, alors, pour produire du jus d'ananas, quel est d'abord le processus? Il faut d'abord connaître le processus. Est-ce que j'ai le champ qui produit d'abord la matière première, ou je vais mettre en place une stratégie pour racheter? Alors, je définis le processus le processus de production. Là, ça me permet de savoir à tel niveau, j'ai besoin d'ici, à tel niveau, j'ai besoin de tel appareil, à tel niveau, il faut tel nombre de personnes pour faire fonctionner la machine, il faut ci, il faut ça. Et là, je dis, bon, voilà le processus pour avoir le jus prêt à consommer et sur le marché. Alors, quelles sont les machines, les appareils, tout ce dont j'ai besoin? J'essaie de les recenser. Je peux demander à avoir les factures pro forma auprès des fabricants de ces appareils, ou même me rapprocher des gens susceptibles de me fournir des informations crédibles. L'évaluation de ces biens passe d'abord par la compréhension du processus. La maîtrise du processus. Quand je connais ce dont j'ai besoin, à chaque niveau, à chaque étape, j'essaie de recenser ce dont j'ai besoin, et s'il y a des fournisseurs de ces équipements, j'essaie de me rapprocher d'eux pour savoir combien coûte telle chose, Tout ce qui est coût opérationnel, il faut recenser ça. Il faut recenser tout ça, d'accord, et savoir, si on finit de recenser ça, je dis, bon, voilà, après recensement, je me retrouve à un certain moment, comment financer ça maintenant? Donc, en résumé, il faut évaluer l'investissement en fonction de ce dont on a besoin pour fabriquer le produit, le manufacturer, ou alors avoir le service prêt à vendre. Et il faut également, au niveau des charges courantes, faire une évaluation qui va permettre de savoir quelles sont les ressources à mobiliser sur une durée donnée. Si c'est sur 1 an, sur 2 ans, sur 3 ans. Après, il y a tout ce qui est plus technique, bien sûr, pour lequel il faut regarder avec un financier. Mais cela confirme que c'est bien possible. Le but de cet échange, c'est de lever certains verrous pour aider les porteurs de projets à comprendre par quel mécanisme ils peuvent se lancer dans l'aventure de la rédaction d'un business plan, qu'ils lèvent le verrou de la peur, de la crainte, je dirais peut-être parfois de la paresse aussi, d'accord, et de la mauvaise volonté, pour se dire qu'ils peuvent se jeter à l'eau. C'est extrêmement important. Alors, une fois que le projet est rédigé ou qu'on a les informations nécessaires pour avancer dans la rédaction, on en arrive à une partie financière qu'on va mettre en place, noir sur blanc, avec l'aide d'un financier, n'est-ce pas? Et comme je dis souvent, il est important de ne pas jouer à l'apprenti sorcier. La partie financière est extrêmement délicate. Il y a beaucoup de choses que nous ne maîtrisons pas en tant que porteur de projet lambda si on n'est pas du monde des finances. Et si on s'attache les services d'un spécialiste, il va nous sortir un certain nombre de tableaux, d'indicateurs. Mais je voudrais m'arrêter un instant sur les indicateurs. On sait que dans un business plan, un investisseur ou un partenaire, bref, le lecteur d'un business plan, qui est un lecteur averti, va regarder attentivement un certain nombre d'indicateurs tels que le BFR, la CAF, le BE ou la croissance. Mais quels sont les indicateurs clés auxquels l'investisseur fait attention pour savoir si un projet est intéressant? Les critères clés, c'est ça, hein? Oui, voilà, les indicateurs de performance, oui, qui permettent à un investisseur, d'accord, d'apprécier le projet. C'est d'abord la rentabilité du projet. La rentabilité du projet, une fois le projet rédigé, je souligne d'abord quelque chose. Avant de venir sur la partie financière d'un projet, je précise que le volet étude de marché doit être rédigé avec beaucoup de soin. Parce que tout le document, il doit avoir une cohérence. Bien évidemment. Une cohérence. L'étude de marché est ressortie, et dans les données chiffrées, il faut qu'on lise vraiment que à travers ces données chiffrées-là, l'étude de marché, elle a été
parfaitement réalisé. Un financier ne peut pas se permettre de rédiger la partie financière d'un business plan sans connaître les résultats de l'étude de marché. Ce n'est pas possible, c'est du pipeau. Ce n'est pas possible. Donc, pour revenir à votre question pertinente d'abord, et pour savoir quels sont les indicateurs de performance clés, c'est d'abord, l'investisseur veut voir la rentabilité. Quand je mets l'argent dedans, quand je mets 100 francs dedans là, combien me revient? 1. Le bailleur ou l'investisseur veut savoir si aujourd'hui je mets 1 million dans le projet, il me faudra combien de temps pour rentrer en possession de mes sous. C'est ça le délai de récupération. Le délai de récupération du capital investi, c'est important. Le taux de rentabilité interne, c'est un critère très déterminant. D'accord, le taux de rentabilité interne, ce qui motive l'investisseur à mettre son argent, c'est de savoir, est-ce que quand je mets mon argent dedans, est-ce que je le récupère le plus vite possible? Est-ce que je récupère mon argent le plus vite possible? Combien me revient sur 100 francs investis? Combien me revient comme bénéfice? Comme bénéfice. Voilà. J'ai parlé du taux de rentabilité interne, du délai de récupération et de l'indice de profitabilité. C'est autant de subtilités. On ne peut pas évoquer justement tous les aspects, mais nous avons une substance qui est forte. Ça veut dire que lors de la rédaction, vous devez mener votre étude de marché avec beaucoup de rigueur. On en a parlé. Dans le business plan, c'est selon moi la cheville ouvrière. Le temps que je passe personnellement à rédiger une étude de marché est plus important que le temps que je passe sur les autres sections parce que j'ai compris, après plusieurs tentatives infructueuses et certaines fructueuses, que l'étude de marché est le socle véritablement du business plan. C'est ça qui va permettre de valider votre idée, de savoir si ce projet est pertinent, est-ce qu'il est rentable, est-ce qu'il arrive au bon moment. Parce que le timing, on n'en parle pas souvent, mais c'est très important. Un projet peut être bienvenu à un moment et malvenu à un autre. Vous avez l'occasion, tous les deux, de lire assez souvent des projets, des business plans. Quelles sont les erreurs communément commises que vous retrouvez dans les business plans que vous lisez? Pour la plupart du temps, il n'y a pas une cohérence au niveau du mix marketing. C'est-à-dire la stratégie marketing doit pouvoir se décliner autour du produit, autour du prix, autour de la stratégie de communication, autour de la stratégie de distribution. Donc pour la plupart des fois, nous n'avons pas une cohérence entre ces différents éléments du mix marketing. Donc je donne un exemple simple. Un produit qui se veut un positionnement haut de gamme, élitiste un peu, doit avoir une stratégie de prix qui est différente et également au niveau de la stratégie de communication, il y a également des failles. Maintenant, la chose qu'il faudrait ce que je voudrais relever, quand le produit est le business plan élaboré, quel est le circuit de distribution? Pour que le produit coule, il faudrait qu'il y ait une cohérence entre le produit et le circuit de distribution. Absolument. Cet aspect-là n'est pas bien évalué. Si je peux me permettre, c'est un peu comme si l'on veut vendre un produit de luxe, d'accord, que l'on design. Et design, je ne parle pas forcément d'un produit de mode, mais un produit que l'on conçoit pour une cible donnée et qu'on décide de le vendre dans les petites boutiques que nous avons dans nos quartiers, alors qu'on sait que la cible n'y est pas. C'est ça, c'est-à-dire si on a un canal de distribution, par exemple, qui est à l'opposé du produit ou de la cible. De la cible. Donc, il y a ce problème de positionnement, de cohérence. Il y a également un problème au niveau de la stratégie de communication. Donc, pour la plupart du temps, nous observons ce qui devrait être. Les entrepreneurs confondent la stratégie de communication autour de l'entreprise qui commercialise, qui produit le produit,
et la stratégie de communication autour du produit même. Donc, il faudrait dissocier la stratégie de communication institutionnelle de l'entreprise qui produit et la stratégie de communication commerciale autour du produit ou du service du produit ou du service. Absolument. Absolument. Parce que l'entreprise peut avoir plusieurs produits à la longue ou même à l'instant T. Monsieur Senou? L'erreur que moi je relève dans le document, c'est le côté financier, où parfois ils font l'erreur de partir des charges pour définir leur chiffre d'affaires. C'est une erreur très courante que j'arrive à relever. Et aussi quand je prends les données chiffrées et la partie économique et financière, j'avais dit entre-temps, ça doit avoir un lien avec le volet études de marché. Généralement, c'est autre chose qui est dit dans l'étude de marché, c'est autre chose qui est présenté dans la partie financière. Et quand tu regardes même, tu laisses le document, il dit par exemple, il veut produire les jus d'ananas, il vend. Tu vois des chiffres que tu n'arrives même pas à te retrouver. Et on fait tout pour dire que oui, le projet est rentable, le projet est rentable, alors qu'en réalité, tu ne dois pas te mentir. Tu ne dois pas te mentir, tu dois rédiger le projet en toute sincérité, en toute honnêteté et intellectuelle. Pas peur de rédiger un projet dont la rentabilité n'est pas acceptable. On essaie de gonfler les chiffres et il n'y a pas de la cohérence. Il n'y a pas de la cohérence. Ça, c'est très pertinent, oui. ce que vous dites. Parce que ce qu'on peut en tirer comme conclusion, c'est que en rédigeant un business plan, les gens ont tendance à vouloir en faire un projet qui fonctionne. Voilà. Alors que ce n'est pas la raison d'être d'un business plan. Très bien. Un business plan, c'est d'abord pour vous-même que vous le rédigez, n'est-ce pas? Voilà. Pour comprendre davantage votre projet, les tenants et les aboutissants de votre projet, votre stratégie commerciale et stratégie financière, et valider le projet ou l'invalider. Si ce n'est pas rentable, vous pouvez trouver des moyens au niveau du mix marketing de modifier ou de faire autre chose. Généralement, pour les projets qui concernent l'industrie, oui. Ce n'est généralement pas rentable sur la première, deuxième année. Même beaucoup plus, c'est vrai, sur l'industrie. Quand tu vois, dans certains secteurs, déjà, dès la première année, tu vois, ils dégagent de profit, c'est possible. Mais c'est possible, assez rare. Mais assez rare. À 95%, c'est parce qu'au départ, l'investissement qui a été réalisé au départ, ça pèse. Pour renchérir avec l'ensemble de ce qui est dit, je dirais que, bon, surtout au niveau marketing, le promoteur du projet émet une stratégie. Et en marketing, c'est quoi? C'est d'abord la stratégie. Et il y a l'opérationnalisation. L'opérationnalisation, c'est au niveau du marketing mix, comme je l'ai dit. Donc, parfois également, il y a une incohérence entre la stratégie et l'opérationnalisation de ce qui est mis en place. La mauvaise évaluation de la part de marché à conquérir et des recettes prévisionnelles qui sont faites. Bien sûr, parce que vous devez prévoir vos charges, mais prévoir aussi vos recettes. Vous faites un chiffre d'affaires prévisionnel, un tableau de charges prévisionnel, un budget de trésorerie. Il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Ce n'est pas un exercice facile, c'est un exercice chronophage et très pompant intellectuellement, mais qui est indispensable pour pouvoir valider encore une fois votre projet et savoir s'il est pertinent de le lancer ou de le poursuivre. Parce que vous pouvez être déjà porteur d'un projet qui existe sur le marché et avoir besoin de capitaux pour le développer. Ça arrive souvent pour le scaler. Et dans ces cas-là, il faut rester cohérent. Moi, je résume et j'adhère à vos avis en résumant qu'il y a souvent des incohérences entre ce qui est dit dans une section et ce que l'on remarque dans une autre section du même business plan. J'ai eu la chance de participer à des concours de business plan
où il fallait justement juger le contenu. Et on remarque souvent que lorsqu'on vous parle d'une stratégie X, on vous met en équivalence des besoins pour une stratégie Y. Et c'est lorsque vous posez des questions aux porteurs de projets qu'ils se retrouvent dos au mur et qu'ils n'arrivent pas à défendre leurs propres arguments. Donc prenez la peine de maîtriser votre projet et d'être honnête avec vous-même avant d'aller à l'assaut du marché. Nous arrivons quasiment au terme de cette émission et je voudrais savoir si vous avez chacun un conseil à donner aux porteurs de projets. Un seul, dans le cadre de la rédaction, bien sûr, de leur business plan. Alors, un conseil pour les porteurs d'idées d'entreprise, c'est de savoir exactement ce qu'ils veulent d'abord et de savoir quel est le processus de production, d'accord, de leur projet. Donc, je vais dire aux promoteurs de rassembler les éléments dont ils disposent et de les confier à un spécialiste. Monsieur Alisouta? Pour la rédaction d'un business plan, je pense qu'il est important d'une part de se faire former pour comprendre le processus de rédaction d'un business plan. Parce que pour la plupart, on va sur Internet, on lit le process et autres. Il est important de se faire former pour maîtriser la structuration d'un business plan et de ne pas occulter aucune étape de ce document-là. Vous l'aurez compris, le business plan est un outil hautement stratégique pour les porteurs de projets. Et en tant qu'organisation qui promeut la démocratisation du savoir, la Rock Academy a jugé utile, que dis-je, indispensable de concevoir une masterclass spécialement pour vous sur cette thématique. En vous inscrivant à cette formation, vous apprendrez quelles sont les parties clés d'un business plan, comment les rédiger, comment présenter son projet et son entreprise, comment réaliser son étude de marché, mettre en place la stratégie des 4 P, comment chiffrer son projet, qu'il s'agisse donc du prévisionnel du chiffre d'affaires ou du prévisionnel des charges, quel format choisir. Bref, vous apprendrez à rédiger un business plan performant et convaincant pour séduire vos partenaires et investisseurs afin de lever du financement. Je vous rappelle que vous pouvez suivre nos différentes formations depuis votre ordinateur portable ou votre téléphone. Et pour avoir tous les détails, il suffit de cliquer sur le lien dans la description de la vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube et sur nos différentes pages sur les réseaux sociaux et à nous rejoindre sur www.academyrock.com. Christian Senou, merci d'avoir partagé votre expertise avec nous tout au long de cette émission. Plaisir partagé. Bones Alisouta, merci d'avoir été là, ce fut un plaisir. Merci beaucoup de nous avoir reçus et plein succès à Rock Academy. Merci de nous avoir suivis et en attendant qu'on se retrouve dans un prochain numéro, prenez soin de vous, de votre corps et surtout de votre mental. Soyons rock.